aujourd'hui, va progressivement être remplacée par l'agriculture raisonnée et vont progressivement être remplacées par, en gros, moitié agriculture biologique, avec arbres, avec culture associée, et l'agriculture intégrée, avec arbres et avec culture associée. L'agriculture intégrée, alors l'agriculture biologique, c'est une agriculture sans intrants, sans fertilisants, sans engrais azotés et sans produits chimiques de synthèse, sans produits phytosanitaires. L'agriculture biologique, il y a une baisse de rendement qu'on ne va pas forcément avoir en agriculture intégrée. Donc, en agriculture intégrée, on a quand même des objectifs de rendement supérieurs, donc on va continuer à utiliser des engrais. Mais par contre, l'agriculture intégrée va avoir beaucoup recours dans le scénario. En fait, on va reprendre beaucoup de systèmes agricoles sans labour, avec semis directs, etc. Voilà. C'est quoi l'agriculture intégrée? L'agriculture intégrée, c'est ça. L'agriculture intégrée, c'est une agriculture qui va avoir beaucoup recours au mécanisme de l'agroécologie. Ouais. Je vais redétailler encore un petit peu des petits exemples derrière. Et dans le scénario, l'agriculture intégrée, c'est aussi en grande partie l'agriculture sans labour et avec semis directs. D'accord. Alors, un des points clés de l'agroécologie, ça va être le recours aux légumineuses. Alors j'ai mis remplacer, mais j'aurais pas dû mettre remplacer. On va essayer de diminuer la fertilisation azotée dans nos systèmes agricoles. On l'a vu dans le schéma, le petit dessin que j'avais fait au début. On va essayer de diminuer ce poste-là, très émetteur en gaz à effet de serre. Et on va essayer au maximum d'utiliser la fixation symbiotique de l'azote. Alors ça, c'est un gros mot. Mais normalement, on l'a tous appris au collège, ce que c'était. Moi, personnellement, je ne m'en rappelle pas. J'ai eu besoin de le réapprendre après. Alors, dans mon dessin, donc on a fertilisation des sols par des engrais azotés, mais l'azote existe aussi dans l'air. Et il y a certaines plantes qui sont les légumineuses qui sont capables de prélever, de fixer cet azote dans l'air et de le mettre dans le système sous forme de matière organique. Et donc cet azote-là qui rentre par ces plantes-là, on va le retrouver dans le sol, on va le retrouver dans les produits, on va le retrouver dans les déjections, etc. Donc un des principes de l'agroécologie, c'est justement d'utiliser ce mécanisme naturel pour faire rentrer de l'azote dans le sol. Ça a un effet sur les rendements. Donc on va essayer de diminuer ce poste-là et de renforcer au maximum ce poste-là en utilisant des légumineuses. Alors ça tombe bien, les légumineuses, ce sont les fameux protéagineux qui vont remplacer les protéines animales. Donc on va cultiver des protéagineux pour notre intérêt. On va mettre des légumineuses dans les couverts végétaux qu'on va systématiser, c'est-à-dire qu'entre chaque culture, on met des couverts et on va mettre des légumineuses dedans. Et on va mettre des légumineuses dans nos prairies, dans nos cultures fourragères, pour faire entrer de l'azote dans le système. Voilà, ça c'est vraiment un peu le point clé justement de l'agriculture intégrée, c'est d'utiliser au maximum ces systèmes couverts, légumineuses, agriculture sans labour, etc. Voilà. Et alors, le dernier principe sur lequel repose ce scénario de transition, c'est la méthanisation. La méthanisation va être développée de façon très importante et va être quasiment systématique comme étape comme passage entre les différentes étapes du système. Alors la méthanisation, je l'ai dessinée là. En fait, la méthanisation, c'est une vache en béton. Dans la méthanisation, je vais pouvoir mettre une partie de mes fourrages, une partie de mes résidus de culture. Comme j'ai moins d'élevage, j'ai moins besoin de paille, donc il y a une partie de la paille que je peux mettre dans le méthaniseur. Mes couverts végétaux, je peux les mettre dans le méthaniseur. Et dans la méthanisation, j'ai une fermentation qui produit du CH4, mais au lieu de partir dans l'atmosphère, il est conservé dans le méthaniseur. Et il va pouvoir être utilisé comme gaz renouvelable en alternative aux énergies fossiles. Bon, c'est pas... Il y a un petit peu des petites nuances à apporter, mais voilà, le principe général, c'est ça. Donc on boucle en fait la fertilité on va essayer de construire un système où la fertilité n'est plus assurée majoritairement par les énergies fossiles et l'engrais azoté. On va essayer de remplacer cette fertilité-là par cette fertilité-là avec un passage par le méthaniseur et bien sûr un passage par les vaches qui ont toujours quand même ce rôle à jouer dans certains cas. L'azote qui est emprisonné dans les végétaux, elle met combien de temps à être assimilable par les autres plantes une fois que ça pourrit par terre? Je ne vois pas trop la question. Là, je sais, parce que c'est de l'azote sous forme liquide, elle est quoi? Ah bah non, si une plante capte de l'azote... Alors, ouais, si vous voulez le détail sur la fixation symbiotique de l'azote, ces plantes-là sont associées
avec des bactéries au niveau des racines. Les bactéries utilisent l'azote atmosphérique, elles vivent leur vie de bactéries, et en se dégradant, ces bactéries émettent des molécules azotées qui sont absorbables par les plantes, donc c'est immédiat. C'est-à-dire que la plante vit avec la bactérie, et la bactérie nourrit la plante immédiatement. Et le résidu de méthaniseur, est-ce qu'il a gardé l'azote ou il l'a perdu dans la bataille? Il la garde. Il l'a gardé. Voilà. Lui, le méthaniseur, sort le carbone sous forme de CH4, le déchet, on le capte et on le met dans des moteurs. Et par contre, le substrat, c'est pour ça que c'est dans ce scénario-là, il y a quand même un certain nombre de nuances à apporter, mais dans ce scénario-là, le résidu est justement une des clés de la fertilité des systèmes. Oui, pardon, excuse-moi, j'ai comme tous les débutants en micro. Alors voilà, sur le scénario, alors pour finir de donner un peu quelques idées de est-ce que ça marche. Donc en théorie, le fait de limiter quand même beaucoup les productions animales et de les remplacer par des productions végétales, au niveau de la quantité alimentaire, ça tourne. Alors on va juste avoir en fait une matrice de changement d'affectation des terres. La partie céréales oléoprotéagineuses, c'est-à-dire les grains qu'on produit, on va consacrer un petit peu plus de surface à cette partie-là, donc pas tant pour faire plus de blé, on va faire moins de céréales fourragères, on va faire beaucoup plus de protéagineux. Donc les protéagineux, les grains qui vont remplacer les protéines animales, enfin une partie. Les fourrages, ça baisse, forcément on a dit qu'on voulait moins d'élevage. Ce qu'on fait baisser, c'est le maïs en silage et les prairies temporaires mélangées. Et par contre, on va développer un petit peu, comme le but c'est quand même de faire une baisse globale de ce post-fourrage, vu qu'à la place de faire des fourrages, on veut nourrir les gens, on a quand même un résidu qui est de transformer une partie des prairies temporaires pauvres en légumineuses en prairies temporaires riches en légumineuses, pour l'aspect azote. Et ensuite, le post-prairie naturel, j'avais dit que le but c'était quand même de le garder, donc on est quand même conscient qu'à un horizon de 50 ans, il y a une partie des sols qui sont artificialisés, donc on perd de la SAU. La SAU, on va en perdre 2000 hectares. L'idée c'est de ne pas trop en perdre sur le post-prairie naturel. On va perdre en gros les prairies qui sont trop près des villes. Et on va plus perdre des cultures fourragères annuelles et on va plutôt augmenter les grains à destination d'alimentation humaine. Mathieu, c'est quoi le Céréales, oléoprotéagineux. Donc c'est 3 familles de grains. Voilà. C'est pour ça que j'ai écrit grains un peu plus. En français, c'est les grains. Alors, résultat. Alors le scénario, donc je disais, donc, tout ça, ça marche bien. Les rendements vont baisser. La moitié des exploitations seront en bio, donc il y aura une baisse de rendement. En agriculture intégrée, on va aussi avoir une légère baisse des rendements. Donc les rendements baissent. Ce sera compensé par des rendements en biomasse totale à la parcelle en hausse. C'est-à-dire ce qu'on va faire avec nos couverts végétaux, notre agroforesterie, normalement on va produire plus de... Enfin, on va compenser la perte d'efficacité au niveau des grains. Je fais une bêtise. C'est là. C'est avec ton bail. Ok. Oui, c'est bon. Donc, alors j'ai écrit vous allez le voir quand ça va réapparaître, j'ai écrit qu'à mon avis le scénario est assez ambitieux. C'est-à-dire qu'on va quand même toucher la fertilité par la fertilisation azotée, donc on a intérêt d'être assez bon quand même au niveau technique. J'aurais branché le chargeur de batterie. Ah oui, d'accord. C'est tout. Donc ça c'est le... Voilà, il y a quand même pour que ça marche, pour que le scénario marche, il faut quand même qu'au niveau des rendements en biomasse, il faut quand même que ça tourne. Ça c'est à mon avis. Et ensuite, j'ai peut-être la diapo, mais la dernière diapo, c'est sur le résultat au niveau gaz à effet de serre. Ça va finir par partir. J'avais oublié. Et donc, dans le scénario, ils acceptent de perdre des surfaces à l'urbanisation. Alors, tel que c'est écrit, c'est le choix qui est fait, donc moins de 2000 hectares de SAU, ils ont atténué la tendance. C'est-à-dire que la tendance, c'est plutôt à perdre plus. Et le scénario fait un choix de maîtriser l'urbanisation pour que ce soit pas pire.
d'où les moins 2000. Et donc on accepte l'urbanisation. Après, bah voilà, c'est des choix, quoi. Hein. Et le phosphore, tu as parlé de l'azote pour la question des engrais. Et le phosphore? J'ai rien. T'as rien? Je suis sec sur le phosphore. Et c'était rédigé à quelle année le scénario? La dernière version, c'est 2016. Ça fait des années. Hein. Moi, ce truc-là, je l'ai lu il y a quelques années. Quoi. La première fois que je l'ai lu, avant que j'ai compris le coût du changement climatique. Donc voilà, au niveau des rendements, les objectifs sont quand même assez ambitieux, c'est-à-dire que nos exploitations, agriculture intégrée, couvert, etc., il faut quand même que ça tourne. Si on veut qu'au final, ça produise assez. Je vais revenir dessus. Et ensuite, alors voilà, ce qui nous intéresse, le point de départ un peu de parler de ça, c'était, même si le reste est intéressant, c'est les gaz à effet de serre. Donc les gaz à effet de serre, bon, ici on va parler que de ce qui est rattachable à l'agriculture, c'est-à-dire les émissions directes et la fabrication des intrants. Bon, on peut prendre je le détaille pas trop, mais alors au niveau protoxyde d'azote, c'est-à-dire la fertilisation azotée, eh ben, on va diminuer parce qu'on va utiliser moins d'engrais, et on va diminuer parce qu'on va baisser les déjections, et on va diminuer aussi sur les postes fabrication. Hein, substitution, économie d'azote, comme on fabrique moins d'azote, comme on utilise moins d'azote, on en fabrique moins, donc sur l'aspect CO2, ça baisse aussi. Fertilisation, c'est ici. La partie méthane, c'est mécanique, hein, 2 fois moins de vaches, donc on va baisser fortement le poste fermentation, on va baisser aussi le poste d'éjection, et ensuite sur l'utilisation des combustibles. Alors, il y a les deux grosses idées, c'est que l'agriculture intégrée qui repose beaucoup sur l'agriculture de conservation des sols, il y a moins de passage au tracteur, donc moins de consommation de carburant. Et il y a une substitution fossile par renouvelable vu qu'on produit du biogaz. Quand on fait la somme, on a 110 millions de tonnes équivalent carbone dans la situation initiale, on arrive à 50. Donc on a divisé par 2. Donc c'est très intéressant. Maintenant, l'objectif auquel on a à faire face, c'est quand même beaucoup plus que divisé par 2. Mais voilà, ça montre quand même une vision un petit peu globale des mécanismes et comment ils peuvent jouer. Voilà. Bon, sur la présentation, moi j'ai fait le tour à ce niveau-là de voilà, ce scénario est ce qu'il est, hein, mais moi c'est le seul exercice que je connais dans ce bout-là, hein, qui présente un peu une vision globale de tous les mécanismes, donc je trouve ça assez inspirant. Alors, pour conclure. Pour conclure, l'idée un peu, moi, que ça m'inspire, avant de discuter puis d'échanger, en fait, la question qu'on peut se poser au niveau de l'agriculture est la même question qu'on peut se poser par rapport aux énergies fossiles. C'est qu'en fait, le changement climatique nous a montré, enfin, moi c'est un petit peu comme ça que je l'ai perçu, que la planète est finie et donc on ne peut pas faire plus sans limite. Alors, on voit bien qu'on est en limite de notre système, pas forcément par les ressources, mais parce que la planète est capable de supporter. Hein, c'est-à-dire que notre production actuelle, par son augmentation, on produit tellement de gaz à effet de serre qu'il y a un moment où ça va nous revenir dans la figure. Donc on a cette notion de limite. Donc notion de limite, ça veut dire comment on va gérer finalement, sachant qu'on a un mur en face, donc on sait qu'on doit s'arrêter, comment on va gérer finalement de façon optimale les énergies dont on a disposition. Et la question de l'agriculture, c'est une question d'énergie. C'était un petit peu le sens de mon propos au début, c'est comment on convertit l'énergie solaire en biomasse et comment on va l'utiliser. Est-ce qu'on va l'utiliser pour faire des productions animales? Est-ce qu'on va l'utiliser pour faire des productions végétales? Est-ce qu'on va l'utiliser pour faire de l'énergie avec le biogaz? Est-ce qu'on va l'utiliser pour faire de l'énergie sous forme de bois? Il y a un truc dont je n'ai pas parlé, mais on peut aussi utiliser une partie de la biomasse végétale pour se vêtir, hein, avec les fibres. Donc toutes ces questions-là, en fait, c'est une question d'arbitrage. Comment on va utiliser l'énergie, sachant qu'on a une limite. Et donc je termine par ça, par l'idée de la soirée débat, c'est que qui dit arbitrage dit débat. Donc la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on va arbitrer, discutons-en, plutôt que d'attendre qu'il soit trop tard et qu'on soit obligé de prendre des mesures arbitraires en disant demain on divise le cheptel bovin par 2, demain on multiplie le prix de l'énergie par 10.
ce qui rendra nos aliments transportés, transformés beaucoup plus chers, etc., etc. Voilà un petit peu le raisonnement que je voulais vous soumettre avant de discuter sur ces aspects-là, puisque ça peut faire émerger comme question, réaction. Voilà. Pour la suite, donc, moi je veux bien répondre s'il y a des questions un petit peu techniques sur ce que j'ai dit, et après l'idée c'était aussi, en fonction des idées que ça peut nous faire émerger, l'idée un petit peu de départ c'est est-ce qu'on est capable localement de réfléchir à des solutions, c'est un petit peu ça, donc je pense que pour gérer la prise de parole, on lève la main et on essaye de distribuer le micro. Vous pouvez parler fort, sans micro, ou alors si vraiment vous avez l'impression qu'on ne vous entend pas, il y a un micro, il est tout rouge. Et celui Mathieu, il est tout jaune. Pour ce qu'il en est des énergies fossiles, si je peux apporter ma petite contribution, on a subi par le passé déjà 2 pics. Un pic vers les années 50-60, c'était un pic dit quand on était au maximum de production. Et aux alentours de 2010, c'était entre 2007 et 2013, un autre pic qui on a autant consommé, il y a autant de gaz à effet de serre qui ont été mis dans l'atmosphère que ce qu'il y a sous l'écorce terrestre. Donc on est passé ces 2 pics-là. Ça veut dire que, de toute façon, les énergies fossiles vont se raréfier. Qui dit raréfaction dit montée des prix. Et puis, grosse crise, parce qu'il va falloir changer de paradigme, changer de voiture, changer de ceci, voilà, de chauffage, etc. De toute façon, il y a cet effet de raréfaction des énergies fossiles. Et ce sont les mêmes énergies fossiles qui sont la cause des émanations de CO2, qui actuellement entraînent le réchauffement climatique. Donc déjà, par la raréfaction des énergies fossiles, on devrait voir un maximum dans les années avant 2050. Parce qu'on attend la fin du pétrole vers 2050. Voilà. Pour la partie énergie fossile. On devrait avoir un maximum. C'est-à-dire un maximum dans ce qu'on est capable d'utiliser. C'est-à-dire qu'on devrait être dans une baisse aujourd'hui des usages. Oui, bien sûr. Oui. C'est une des parties de l'équation. L'élément sur ça, c'est que aujourd'hui, juste pour rebondir sur cette remarque, c'est en fait depuis les études toutes compilées, scientifiques du GIEC, etc., c'est que malheureusement on ne peut pas attendre ça, quoi. On ne peut pas attendre ça et on doit absolument laisser 80% de ce qu'on connaît dans le sol. On ne va pas le brûler. Donc ça veut dire qu'il faut bien prendre des mesures dans l'agriculture, entre autres, pour ne plus utiliser ce pétrole, même s'il est là. Oui. Et ça, c'est un défi majeur, parce que comment s'arrêter d'aller puiser ce qui est là, etc. Quoi. Effectivement. Mais il est difficile d'aller puiser ce qu'on a, parce que par exemple, les pétroles d'Alberta, ce sont des pétroles extrêmement, qu'on appelle des brutes lourds. Les brutes lourds, qu'on prend en Alberta et ailleurs, en gros, il faut 1 tonne de pétrole pour aller chercher 1 tonne. C'est carrément ridicule, et en plus, on brise la forêt pour y aller, etc. Donc l'environnement est massacré. Voilà. Donc finalement, on ne va pas gagner grand-chose. Donc ça va s'épuiser, parce qu'on doit dépenser plus d'énergie, encore plus, pour aller chercher ce qui reste. Par contre, en fait, il y a quelque chose qu'on n'avait pas pensé, c'est que nous pensons toujours avec le pétrole et avec nos voitures pour faire fonctionner, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il faudrait changer nos moteurs directement. Je trouvais un autre système pour pouvoir avancer, en fait. Et ça, je pense que c'est plus les politiques qui devraient miser sur la recherche pour pouvoir réussir. Et comme ça limiterait déjà... Enfin, on pourrait sortir un peu plus du pétrole et y aller progressivement.
là, si on applique ce raisonnement-là, je vais revenir à... Enfin, moi, la réaction par rapport à ce que tu viens de dire, ce à quoi ça me fait penser, donc c'est remplacer donc nos tracteurs à fioul par des tracteurs à gaz. Deux, oui, non, mais ou autre source renouvelable. Donc transformer les transports routiers en transports à gaz ou autre énergie renouvelable, mais on va être un peu bloqué quand même par l'arbitrage. C'est-à-dire que est-ce que notre système agricole, pris dans sa globalité, qui doit produire aussi à manger, aussi nourrir le sol, etc., est-ce qu'on va pouvoir produire assez de cette énergie renouvelable pour remplacer en fait directement. Donc en fait il y a quand même, enfin moi pour moi c'est évident que le système ça va être compliqué quoi. Tu vois la partie biogaz, je pense que c'est un tout en fait, c'est un tout, c'est toutes les énergies, toutes les idées, enfin il y a une diversité d'idées et en fait parce que ça viendra aussi de l'éducation, parce qu'on nous a toujours fait croire qu'il faut une assiette énorme pour pouvoir manger alors qu'on n'a pas spécialement besoin. Ça dépend des individus et de notre façon de bouger. C'est sûr qu'un travailleur de force va manger bien plus que quelqu'un qui va travailler dans un bureau. Mais ça va être à apprendre aux gens. Et ça va passer par l'éducation, forcément. Et en fait, pour pouvoir mieux manger, en fait. Parce que là, actuellement, en fait, on va manger beaucoup, mais ça ne veut pas dire que ça nous nourrit vraiment. Il y a une différence. Et je pense que c'est ça va être un tout. Mais ça se fera aussi progressivement. Donc en gros, c'est notre capacité à pouvoir changer. Si on est capable de changer les choses, et je dis la société, c'est aussi dans l'individuel pour donner l'exemple, et si on est capable d'appréhender tous ces phénomènes, et qu'on peut changer, dans ce cas-là, on a peut-être une chance de se faire. Si on ne veut pas changer, si on est dans le déni, parce qu'il y en a certains qui sont dans le déni, eh bien, en ne changeant pas, on ira dans le mur. On va se faire attraper par le réchauffement climatique, on va se faire attraper parce qu'il n'y aura plus d'énergie possible, on va se faire attraper parce qu'on ne veut rien changer et on ira toujours chercher les engrais, et donc le lessivage et compagnie. Alors, ce n'est pas la solution, alors qu'on a d'autres solutions, et celles que vous avez émises. Je ne réagis pas complètement, mais moi j'aurais éventuellement des choses à dire, mais je ne veux pas monopoliser la parole non plus, mais Victor, tu voulais intervenir. Ouais, moi je suis un mauvais élève parce que j'aime beaucoup manger de la viande. Que je mange beaucoup. Tu manges beaucoup de viande, c'est ça? Ouais. Et en fait, moi dans le scénar, ce que je comprends pas, c'est pourquoi en fait il y a moins de vaches. Alors que finalement, ce qu'on voit, c'est que plus les gens vont vers l'agriculture agroécologique, et plus il y a un mètre de lait de vache. Parce que plus ils veulent stocker du carbone dans les sols, plus ils font des couverts végétaux, plus ils produisent de la biomasse, plus à un moment donné ils se disent ah ben attends mais là par hectare je produis de quoi nourrir 10, 20, 30 brebis pendant l'hiver. Donc les gars à un moment donné ils remettent des brebis. Donc là c'est pour ça que je suis pas trop d'accord. C'est un projet c'est une idée que j'ai sur la ferme et en fait je vois très bien comment ça rentre dans le fait d'utiliser moins d'engrais de synthèse, moins de désherbants, moins de fuel pour travailler la terre, le fait de remettre des herbivores, bah, ça dégage du CH4. Ouais, bon, j'avais pas vu ça comme ça. T'as posé la question qui est compliquée, quoi. Hein. C'est clairement compliqué. Alors, si on revient sur le scénario, non, mais moi, oui, pardon. Remettre, ça veut dire dans un système comme beaucoup de gens de la région aujourd'hui, il n'y a pas d'animaux dans les champs. Vous voyez des clôtures fixes dans lesquelles il y a des prairies fixes, et où là, vous avez des animaux. Là, l'idée, quand je parle de remettre de l'élevage sur une ferme céréalière, ça veut dire remettre des moutons, remettre des vaches allaitantes qui pâturent une année dans un champ, un autre endroit, c'est que l'hiver, sur le couvert végétal qu'on a mis pour enrichir en azote avec des légumineuses et enrichir le sol en carbone, etc. Et en fait, les animaux, dans ces systèmes-là, sont vraiment un outil
à la fois ils sont un outil économique de valorisation de la biomasse végétale, mais à la fois ils sont un outil de recyclage de la matière organique et de transformation en fertilisant. Oui, c'est un outil dans le cycle de la fertilité qui est important. Alors, pour moi, moi je partage complètement la question, c'est là que c'est un petit peu compliqué et un peu technique. Ce que je comprends dans le scénario, c'est que en fait, on aurait un rééquilibrage du troupeau de ruminants. C'est-à-dire qu'en gros, on va diviser, en fait, on va supprimer les vaches allaitantes, on va supprimer, j'ai eu un petit peu fort. En gros, on va diviser par 4 le nombre de vaches allaitantes. Et par contre, on va remplacer cet élevage-là qui est ultra spécialisé sur le pâturage uniquement dans certaines régions. Et on va le remplacer par des vaches laitières partout. T'es prêt? Et on baisse aussi fortement les chargements. C'est-à-dire qu'en fait, on va répartir. C'est-à-dire qu'il y a moins de vaches globalement, mais il y a surtout beaucoup moins de vaches dans une ferme qui a un chargement élevé, et on va mettre des vaches dans d'autres fermes avec des chargements plus faibles. Ça, c'est un des éléments de réponse. Et le deuxième élément de réponse, qui est un peu plus compliqué, c'est le méthaniseur. Parce qu'en fait, moi, ce que je comprends du scénario, c'est qu'on remplace les vaches par des méthaniseurs. C'est d'abord ça. Hein, une grosse partie, c'est ça. Donc, des vaches, moins de vaches, plus de vaches mixtes. Oui, je m'éloigne. Moins de vaches, plus de vaches mixtes, laitières et viande, réparties partout, et des méthaniseurs partout. C'est comme ça que je le vois. Ou que je me comprends. On mangera de la vieille normande, et plus de la limousine. Ça, exactement. Ça va aussi, hein. J'aurais voulu savoir au niveau du méthaniseur, ce qu'il rejette une fois qu'on l'utilise dans les moteurs à méthane. Alors sur le méthaniseur, moi je ne suis pas ultra spécialiste, mais le principe, c'est que le méthaniseur produit du méthane. Alors si la question c'est comment on le valorise, le méthane, on peut s'en servir pour se chauffer, pour le brûler et produire de la chaleur. Et dans ces cas-là, on va générer de l'électricité dans un moteur thermique. Donc, et après, c'est sur les rejets qu'il fait... Alors, sur ce qui ressort du méthaniseur. C'est clean. C'est de l'eau et du gaz carbonique. Un moteur méthane. Hein. C'est propre. C'est de l'eau et du gaz carbonique, un moteur à méthane. C'est comme du GPL. Ah, c'est quand même du gaz carbonique. Hein. Par contre, la question, c'était du... comment on dit le... Digestat. Le digestat. La question du digestat, c'est ce qui reste une fois qu'on a méthanisé. Non, c'était une fois que le moteur, on utilise le moteur à méthane, qu'est-ce qu'il rejette? Il rejette du CO2 ou pas? Oui, il rejette du méthane. Oui. Ah bah non, le méthane il est brûlé, donc ça rejette du CO2. CO2 plus H2O. Mais du CO2 qui a été capté. En fait, on va se retrouver dans la même logique intellectuelle que on capte du CO2 pour faire une carotte, je mange la carotte, j'émets du CO2. Donc là, je capte du CO2 dans une plante, je brûle la plante et j'ai du CO2. C'est la même logique. Bah oui, mais surtout c'est équilibré, c'est zéro. C'est zéro, parce que tu l'as pris, tu le rebrûles. Donc c'est renouvelable. Là, on est dans l'optique renouvelable. Et j'avais un rendement de 20% quand même. Et alors voilà, l'autre question en fait, c'était ça que je voulais dire, c'est que quand on fait tourner le moteur pour générer de l'électricité, c'est pas super efficace parce que le moteur perd de l'énergie sous forme de chaleur. Donc c'est pas le plus efficace. Le plus efficace en fait, en termes de rendement, c'est d'utiliser directement le gaz. Par exemple, de mettre des méthaniseurs près des villes où on peut injecter le gaz dans le réseau de gaz. Et là, on va substituer directement gaz fossile, gaz renouvelable. Et à terme, donc ce gaz, on chauffe les maisons, et donc là, on baisse les émissions de gaz à effet de serre du post-résidence, et on pourrait très bien aller remplir nos voitures avec du gaz. Est-ce qu'il devrait faire pas de fécamp? C'est ça, hein? Non, c'est pas de fécamp. Oui, il me semble. Ah, il y a une question de Sophie et une question de Victoria. C'était par rapport à l'élevage. Je pense que c'est évident que dans ce scénario-là, les fermes des 1000 vaches et les énormes troupeaux d'Amérique du Sud, etc., c'est ceux-là surtout qui vont diminuer. Et puis, parce qu'on en a parlé avant,